Donc c'est avec une grande joie que je vous accueille pour cette nouvelle journée consacrée à l'astronomie, consacrée à une autre embryogénèse que celle que nous avions partagée ensemble la dernière séance. Et donc nous allons nous plonger dans l'histoire des atomes, du Big Bang aux étoiles, et dans cet infiniment petit qui est aussi lié à l'infiniment grand. Ça se voit dans l'astronomie bien plus qu'ailleurs encore. Et donc voilà, nous allons passer cette journée ensemble, et aussi avec un hommage à Hubert Reeves qui nous a quittés il y a peu de temps, mais en fait, moi il ne m'a pas quitté, au contraire je l'ai retrouvé puisque j'ai relu Patience dans l'azur, et donc au début de chaque conférence, on lira quelques lignes de son livre qui moi m'évoque beaucoup de souvenirs. Voilà. Je pense que je fais partie de cette génération où Hubert Reeves a beaucoup marqué les gens, et donc ça c'est un honneur pour lui que nous ferons dans cette journée. Rappelez-vous, on verra un petit film tout à l'heure sur Hubert Reeves après les deux premières conférences. Moi, je me rappelle d'Hubert Reeves, cette voix chaleureuse, si particulière, avec son accent canadien, qui nous racontait l'histoire de l'univers comme une recette culinaire, en décortiquant toutes les étapes de la création de cet univers. Et ça m'a fait toujours rêver d'entendre Hubert Reeves. Voilà. Donc c'est un grand souvenir que cet homme-là. Et donc, ce qui nous a raconté, c'est effectivement comment des étoiles sont nés les atomes, et des atomes sont nés les molécules, et les molécules sont nés le vivant, etc. C'est ce qu'il raconte dans Patience dans l'azur, et il l'a raconté d'une manière extraordinaire. Voilà. Alors, juste un petit mot. L'histoire des particules, donc, comme je vous l'ai dit, nous renvoie à l'infiniment grand et à l'infiniment petit. Et cette saga de l'univers, en fait, a continué à évoluer. En fait, maintenant, on parle maintenant de matière noire, d'énergie noire, tout ça qui n'existait pas à l'époque où Hubert Reeves faisait beaucoup de vulgarisation à la télé. Donc, on en parlera aussi dans cette journée. Et effectivement, j'avais envie de vous dire, où est le temps où on se demandait encore si l'univers était en expansion, allait continuer son expansion à l'infini, ou si un jour il allait finir en Big Crunch. Et bien finalement, grâce à l'énergie noire, je crois qu'il sera toujours en expansion, et à la limite, cette énergie répulsive de l'énergie noire va au contraire accélérer cette expansion, si j'ai bien compris. Et puis je dis un petit mot quand même, parce que le mot atome, il nous fait penser à Démocrite. Démocrite qui, en moins 500, avait cette théorie de l'atome, c'est-à-dire que les grains, la matière était divisée en grains, et les grains s'assemblaient, et il parlait d'atomes crochus. Moi j'aime bien cette expression atome crochu, parce qu'elle dit bien ce que ça veut dire, c'est quand il y a des atomes qui s'associent aux uns, ils forment des molécules. Donc vous pouvez regarder votre voisin, votre voisine à côté, puis vous dire, est-ce que j'ai des atomes crochus avec vous, avec elle? Voilà. Oui, je vois que ça marche, hein, voilà. Vous avez des atomes crochus, c'est bien. Voilà. Et moi j'aime beaucoup cette expression. Et donc, en fait, il y a eu un grand débat, enfin un débat, si on peut dire, à l'époque, entre Démocrite et Aristote, qui lui parlait plutôt des 4 éléments. Donc on était dans quelque chose de beaucoup plus symbolique. Et ce n'est qu'au 19e siècle, finalement, avec John Dalton, que la théorie atomistique a repris dessus. Et voilà, aujourd'hui, on parle d'atomes, et effectivement, il y a eu un long chemin avant qu'on sache d'abord que c'était des grains. Et évidemment, le mot atome, au départ, voulait dire qu'on ne pouvait pas casser. Vous allez voir aujourd'hui qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, les atomes, on peut les casser, on peut les former. Et ça, je laisserai les conférenciers en parler. Voilà. Nicolas Prenzo, donc je suis heureux de l'accueillir aujourd'hui, d'autant plus heureux que ça a été un doctorant, enfin ce temps est passé évidemment, est un doctorant d'Hubert Reeves. Je n'ai pas trouvé le titre de votre thèse, mais peut-être vous nous la direz après. Et donc voilà, donc Nicolas Prenzo, je suis vraiment ravi de le voir. J'ai noté quelques petites choses. Oui, qu'il a fait un livre, il a fait plusieurs livres, mais il en a fait un avec Hubert Reeves qui s'appelle « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Il est co-auteur avec Alfred Vidal-Majdar et Jean Heinemann, et donc Hubert Reeves. Il a fait aussi Voyage dans le futur, asseyez-vous, madame. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de l'origine des éléments chimiques dans l'univers du Big Bang aux étoiles. Nicolas, je te laisse la parole pour une quarantaine de minutes, et après nous poserons les questions. J'ai oublié, on lira après. J'ai oublié, voilà. Bérénice va nous lire 2 mots d'un petit texte d'Hubert Reeves. Désolé Nicolas, mais voilà, c'est ce que j'avais dit, puis j'ai oublié. Voilà. Une montagne qui accouche d'une souris. Dans le langage populaire, cette expression a un sens péjoratif. Elle décrit une déception. On a fait beaucoup de bruit et de remue-ménage pour pas grand-chose. Si on considère la quantité de matière en jeu, on peut comprendre cette formule. Si on se place plutôt sur le plan de la richesse d'organisation,
La situation s'inverse. Avec ces millions de tonnes de roches, une montagne ne sait rien faire. Elle reste là, elle attend que le vent et les pluies l'usent et l'effacent. La souris, au contraire, avec ses quelques dizaines de grammes et de matière, est une merveille de l'univers. Elle vit, elle court, elle mange, elle se reproduit. Si un jour une montagne accouchait d'une souris, il faudrait crier au plus extraordinaire des miracles. L'histoire de l'univers, c'est, en gros, l'histoire d'une montagne qui accouche d'une souris. Cette histoire, chapitre par chapitre, émerge des différentes approches scientifiques de la réalité. Physique, chimie, biologie et astronomie. Merci Bérénice. Bonsoir. Donc, bonjour tout le monde. Merci Monsieur Lang pour cette invitation, tout d'abord, la présentation. C'est un honneur pour moi d'être ici cet après-midi, justement parce que, comme vous avez entendu, j'appréciais énormément Hubert. Il a été le directeur de ma thèse, mais il était beaucoup plus que ça. J'ai appris énormément de choses auprès de lui, et pas seulement sur le plan scientifique. En passant, le titre de ma thèse, c'était « Évolution et nucléosynthèse des étoiles massives avec perte de masse ». C'était une époque où on commençait à comprendre que les étoiles, beaucoup plus massives que le Soleil, perdent aussi une grosse partie de leur masse avant d'exploser, de devenir supernovae. Mais on va parler de tout ça un peu dans la suite. Alors, et en fait, le sujet dont on va parler, de l'origine des atomes, du Big Bang aux étoiles, était un sujet où Hubert avait contribué, avait eu sa propre contribution sur le plan scientifique, je veux dire, pas uniquement sur le plan de la vulgarisation. C'était une petite contribution, mais très originale. On va le voir aussi vers la fin de cet exposé. Alors, avant de commencer, 2 ou 3 petits rappels, ça va nous aider quand même pour la suite. Déjà, le tableau des éléments chimiques. Ça, c'est des choses qu'on apprend au lycée, à l'école, vous les connaissez tous. Vous voyez classifier les atomes des divers éléments chimiques qu'on trouve sur Terre, dont toutes les substances sont composées. Les plus légers en haut, hydrogène et hélium, les plus simples aussi. Et puis des éléments comme le carbone, azote, oxygène que vous voyez là. Le carbone qui fait les tissus de notre corps, l'azote dans l'atmosphère, l'oxygène qu'on respire, le calcium dont sont faits nos os, le fer dans notre hémoglobine, et puis en bas l'uranium qu'on utilise dans nos réacteurs nucléaires. Donc tous ces éléments existent sur Terre, ils sont là depuis la formation de notre planète il y a 4,5 milliards d'années, mais ils n'ont pas été formés sur la Terre, ils ont été formés bien avant, quelques milliards d'années avant, justement dans les étoiles. Et c'est cette histoire-là qu'on va voir ensemble. Alors, encore un petit rappel pour se souvenir que l'état de la matière dépend beaucoup de la température, des conditions ambiantes. Quand la température est relativement faible, comme ici dans cette salle, la matière est surtout sous forme de molécules. Molécules avec des liaisons moléculaires, des molécules qui contiennent des atomes. Ici, vous voyez 4 sortes d'atomes, le bleu, le noir, le rouge, en fait 3, on ne voit pas d'autres. Donc c'est une molécule de glucose. Mais quand la température monte, si vous commencez à chauffer cette matière à quelques milliers de degrés, alors là, les liaisons qui maintiennent ensemble ces atomes sont cassées. Ils sont brisés par l'excitation, par les mouvements des atomes, des molécules, et il ne reste que les atomes. Ce que vous voyez ici en blanc, en réalité, c'est quelque chose qui a une structure. Il y a les électrons autour et puis un noyau au milieu. Et ce qui lie les électrons au noyau, c'est ce qu'on appelle les liaisons atomiques. C'est la force électromagnétique qui lie les électrons au noyau. Et si on chauffe encore plus la matière à des températures des millions de degrés, si on monte 1000, alors là, même ces liaisons sont cassées et les électrons s'en vont, ils ne restent plus liés au noyau, il reste les noyaux tout seuls et puis les électrons qui se baladent dans ce qu'on appelle un plasma. Et finalement, si on chauffe encore plus, même les noyaux sont cassés, les forces qui maintiennent ensemble les neutrons et les protons dans les noyaux, ils sont cassés, et il reste
milieu où il y a des protons et des neutrons, et les électrons qui se baladent loin de tout ça. Bon, on peut descendre encore plus dans la structure de la matière, parler des quarks, mais ça ne nous intéresse pas du tout dans l'histoire qu'on va raconter. En réalité, on est intéressé plutôt un peu aux atomes, parce que cette condition-là, des milliers de degrés, ça semble beaucoup des milliers de degrés, c'est la température à la surface des étoiles. On va en parler un tout petit peu, mais surtout, on va parler de ces deux conditions-là, des noyaux de protons et de neutrons. Parce que c'est les conditions, quelques millions ou de milliards de degrés, qui existent à l'intérieur des étoiles. Et c'est là où sont formés, dans ces conditions-là, où sont formés tous les noyaux des différents éléments. Donc voilà pour les petits rappels. Alors maintenant, d'abord, comment on raconte cette histoire, sur quoi on se base? Sur le fait qu'on peut analyser la lumière des étoiles. On observe la lumière des étoiles, mais on l'analyse avec ce qu'on appelle les spectrographes. En réalité, on les passe dans un prisme. Et le prisme analyse la lumière. Mais ce qu'on voit, c'est juste la surface de l'étoile. Bien sûr, on ne peut pas voir l'intérieur de l'étoile. C'est juste la surface qu'on observe. Et quand on observe la surface de l'étoile, quand on analyse la lumière, on observe qu'il y a bien sûr un spectre continu, c'est essentiellement l'arc-en-ciel qu'on voit, qui va du bleu au vert, au jaune, au rouge. Mais superposé à ça, on voit aussi quelques régions qui ont une intensité plus forte. C'est ce qu'on appelle des raies spectrales. Vous voyez ici ces choses-là. Et ces raies spectrales dépendent de la qualité des atomes, de l'identité des atomes. On peut identifier quel type d'atome se trouve à la surface d'une étoile. Ici, vous voyez des raies de l'hélium, par exemple, de l'oxygène, du carbone, du nitrogène, de l'azote. C'est cette observation-là qui nous permet de dire, dans telle étoile, il y a telle ou telle substance, mais en plus, on peut aussi mesurer la quantité de cette substance. Combien il y a de carbone, combien d'oxygène, combien d'azote, etc. Juste par les observations de la surface des étoiles. Et la surface des étoiles, comme on l'a dit, c'est une température de quelques milliers de degrés. En revanche, dans le cœur de l'étoile, il fait plusieurs millions de degrés. Et c'est là où se passent des réactions nucléaires qui modifient la composition. La surface des étoiles n'est pas modifiée par ces réactions nucléaires. Et on ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur. En fait, si, on le sait, mais grâce à nos modèles, à nos théories, à nos simulations numériques. Et c'est ça qui nous permet de déduire l'histoire dont je vais vous parler. Alors, quand on mesure maintenant la composition de la surface du Soleil, de la surface des étoiles qu'on voit autour du Soleil, et même du milieu interstellaire, on voit que les différents éléments sont représentés, mais de manière différente. Ici, vous avez quelle sorte d'atomes, c'est le nombre de protons dans les noyaux, c'est ça qui caractérise un élément en fait. Le carbone, par exemple, il a 6 protons dans son noyau, l'oxygène a 8 protons, ainsi de suite, le fer en a 26. Donc, en fonction du nombre de protons, c'est ça qui caractérise un élément, on mesure l'abondance de cet élément, la quantité par rapport à l'hydrogène, par exemple, qui est le plus abondant de tous. Vous voyez, je ne sais pas si là-bas, au fond, vous voyez, c'est l'image un peu petite. Ça, c'est une échelle logarithmique, hein, ce n'est pas proportionnel. Ici, c'est 10 puissance 11, 10 puissance 10, donc il y a 10 fois moins de noyaux d'hélium que d'hydrogène, ici. En gros, les éléments les plus abondants dans l'univers sont l'hydrogène et l'hélium. Et ensuite, vous voyez ici, ça plonge très subitement, ça fait 3 éléments qui sont là, le lithium, le beryllium et le bore. C'est des éléments très légers encore, mais moins légers que l'hydrogène. Et c'est justement là où Hubert Reeves a fait une contribution importante dans la recherche. Et ensuite, vous voyez les éléments, le carbone, l'azote et l'oxygène, dont on a parlé tout à l'heure, ils sont assez abondants, tout comme le fer que vous voyez là. On parle de abondance cosmique. Abondance cosmique, ça veut dire que cette composition, on la retrouve un peu partout dans l'univers. Et c'est normal de se demander, d'ailleurs on se demandait depuis les années 40, où est-ce que ces éléments ont été formés, ces éléments. On savait qu'il fallait des milieux où la température est très élevée.
parce qu'il fallait que ces éléments se forment par des réactions nucléaires. Donc il faut des températures de millions ou de milliards de degrés. Mais où est-ce que ça se passait? Il y avait deux théories dans les années 40. Une théorie proposée par le Britannique Fred Hoyle qui disait que tous les éléments sont produits au cœur des étoiles par des réactions thermonucléaires. Et l'autre théorie, c'était par l'Américain d'origine russe, George Gamow, qui disait que tous les éléments ont été produits dans l'univers primordial, dans le Big Bang. Gamow était un des promoteurs de la théorie du Big Bang par capture successive de neutrons. Les neutrons sont l'un des deux composants d'un noyau. Le noyau est composé de protons et de neutrons. Les neutrons sont électriquement neutres. C'est plus facile d'être capturés. Ils n'ont pas de problème pour s'approcher d'autres noyaux. Le problème étant d'habitude, c'est la charge du noyau parce que quand vous avez des charges électriques homonymes, du même sort, ils se repoussent. Ce n'est pas facile de les faire s'approcher. C'est pour ça qu'on a besoin de températures élevées. Mais quand il s'agit de neutrons, les neutrons sont neutres, ils ne se repoussent pas. Donc voilà deux théories. Et comme souvent en physique, comment on départage deux théories? On les départage par les observations, l'expérience. Et justement, au début des années 50, on a commencé, ici vous voyez une coupe de la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée. C'est une illustration, ce n'est pas une observation, ce n'est pas une image. Et vous voyez la galaxie par la tranche. Vous voyez ici le centre de la galaxie, le Soleil à 30 000 années-lumière du centre. Et puis tout autour, il existe encore des étoiles. Et ces étoiles-là sont beaucoup plus vieilles que les étoiles du disque galactique, comme le Soleil. Et on a observé que ces étoiles-là, qui se trouvent loin du disque, qui sont beaucoup plus anciens, ont beaucoup moins d'éléments lourds que le Soleil et les étoiles proches. 10, 100, 1000 fois moins d'éléments lourds. Plus lourds que l'hydrogène, j'entends. Et c'est ainsi qu'on a compris que finalement, c'était Hoyle qui avait raison. Parce que si Gamow avait raison, si tous les éléments étaient produits au Big Bang, il est évident que toutes les étoiles devraient avoir la même composition partout. Or, il y avait des étoiles qui avaient beaucoup moins de carbone, oxygène, etc. Ça voudrait dire tout simplement que les éléments lourds ont été produits tout au long de l'histoire de l'univers par des étoiles de diverses générations stellaires qui enrichissaient progressivement les milieux interstellaires avec des éléments lourds qu'ils avaient fabriqués. Mais attention, parce que il n'y a tous les éléments lourds mis ensemble, plus lourds que l'hélium, ça ne compte que pour 2% de la masse de l'univers. L'autre 98%, c'est sous forme d'hydrogène et d'hélium. Donc la majorité de la matière se forme dans le Big Bang. Il n'y a que quelques traces, quelques pourcents, qui sont des éléments plus lourds que l'hélium. Mais on est ici grâce à ces traces quand même. C'est calcium, c'est fer, c'est uranium aussi. Alors maintenant, oui, vous voyez ici un champignon nucléaire. C'est parce que dans les années 50, ces 4 personnes que vous voyez ici, dont Hoyle, mais aussi Willy Fowler, qui a eu le prix Nobel en 1983, ils ont pu élucider tous les processus qui ont lieu au cœur des étoiles et qui produisent tous les éléments qu'on a vus, tous les éléments du tableau périodique. Et ils ont utilisé beaucoup de données qu'ils ont pu récupérer lors de la première explosion de bombes thermonucléaires par les Américains à l'île de Bikini dans le Pacifique. Ils ont écrit un papier en 1957 qui est considéré comme un article fondamental là-dessus. Alors maintenant, on va parler un peu des étoiles quand même, puisque, là je vous l'ai dit tout de suite, c'est les étoiles qui fabriquent les éléments. Et il y a plusieurs sortes d'étoiles et ils passent par plusieurs étapes dans leur évolution. Et les différents éléments sont produits lors de ces différentes étapes. On va essayer de décortiquer un peu ces processus et cette phase de la vie des étoiles. Alors déjà, c'est quoi une étoile? Une étoile, c'est une boule de gaz essentiellement, mais une boule d'une grande quantité de gaz. Le Soleil, par exemple, il a une masse qui est 300 000 fois la masse de la Terre. Et ce gaz-là, qu'est-ce qu'il fait? Mais il se met ensemble, et comme une masse attire une autre masse, il y a une force de gravitation qui essaye de comprimer le gaz. C'est la force de sa propre gravitation qui essaye de comprimer le gaz autant que possible. Et en principe, ce gaz devrait se réduire à rien du tout. Pas tout à fait, parce qu'il y a aussi une force interne
qui résiste, c'est la pression interne de l'étoile. Parce que comme le gaz est comprimé, il est chauffé. Quand vous essayez de comprimer un gaz, ça fait du travail. Et ce travail, une partie de cette énergie que vous dépensez, ça chauffe le gaz. Et quand un gaz est chaud, la pression augmente. Donc, une étoile, c'est un équilibre entre deux forces antagonistes. Sa gravitation, qui essaye de la comprimer, et sa pression interne. Et il arrive un moment où la température au sein du gaz atteint quelques millions de degrés. Alors à cette température-là, des réactions nucléaires se déclenchent, des réactions de fusion nucléaire. Fusion, ça, quand vous prenez deux noyaux légers, vous les mettez ensemble et ils forment un noyau plus lourd. Et ce processus dégage de l'énergie. Et cette énergie-là chauffe l'intérieur de l'étoile et c'est ça qui lui permet de résister à la gravité et de vivre dans cet état pendant très longtemps. Dans le cas du Soleil, par exemple, c'est ce processus qui a lieu et qui permet au Soleil de vivre pendant 10 milliards d'années dans cet état, sans que sa luminosité varie beaucoup, dans un état assez stable. Le Soleil, on le sait, il a un âge de 4,5 milliards d'années, donc il est à peu près au milieu de son âge. Il va vivre encore autant. Donc, ce processus qui s'appelle combustion centrale de l'hydrogène transforme l'hydrogène en hélium à des températures de 10 à 30 millions de degrés. Ici, vous voyez M majuscule, c'est millions de degrés Kelvin. C'est la phase la plus longue dans la vie d'une étoile. C'est la phase pendant laquelle l'étoile brûle nucléairement son hydrogène. Ça s'appelle, on va voir pourquoi, la séquence principale. Mais toute chose a une fin quand même. Parce qu'avec ce processus, l'hydrogène se consume. Il arrivera un jour, dans 10 milliards d'années, où il n'y aura plus d'hydrogène dans le cœur de l'étoile, plus de réactions nucléaires, plus d'énergie produite, plus de chaleur. Donc ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que le cœur de l'étoile s'effondre sous sa propre gravité. Et l'enveloppe se dilate, donc ici on a les cœurs, l'enveloppe qui se dilate, et l'étoile devient une géante rouge. Mais dans le cœur, il commence un autre processus, cette fois-ci, c'est le noyau d'hélium, parce que la température monte, maintenant, non pas à 10 ou 15 millions de degrés, ce qui était le cas dans le Soleil, mais à 100, 200 millions de degrés. Et à cette température-là, les noyaux d'hélium peuvent à leur tour fusionner pour faire du carbone et de l'oxygène. Et ici, vous avez un diagramme, bon, c'est un peu compliqué, je reconnais, mais c'est un diagramme qu'on utilise beaucoup en astrophysique, c'est le diagramme fondamental de l'astrophysique stellaire, parce que les propriétés des étoiles qu'on peut observer, c'est essentiellement de deux types. On peut observer leur luminosité, combien elles sont brillantes, combien d'énergie elles dispersent dans les milieux, et leur température de surface. Il y a des étoiles qui sont, le Soleil à 6000 degrés à sa surface, mais 15 millions de degrés dans le centre. Donc il y a des étoiles qui font 6000 degrés à la surface, mais il y en a d'autres qui font 10, 20, 30 000 degrés à la surface. Et puis il y en a qui sont beaucoup plus froides, 2, 3 000 degrés seulement. Et vous avez vu les spectres que je vous ai montrés au départ, qui va du bleu au rouge, un peu comme l'arc-en-ciel. Alors, quand ils sont très froides, c'est plutôt les rouges. Ça a l'air un peu bizarre, c'est l'inverse de ce qui se fait avec les robinets, mais avec l'eau. Mais ici, les froids en physique stellaire, c'est les rouges. Et les chauds, c'est les bleus. Température de 30 000 degrés. Donc, ici, de gauche à droite, ça va des plus chauds au plus froid. Et sur cet axe-là, vous avez la luminosité, encore sur une échelle logarithmique, où l'unité, c'est le Soleil. Donc, 10 puissance 1, ça veut dire 10 fois la luminosité du Soleil. Ici, 10 puissance 6, ça veut dire 1 million de fois la masse du Soleil, la luminosité du Soleil. Et la grande majorité des étoiles qu'on voit dans le ciel sont distribuées sur une bande diagonale qui va du haut à gauche, en bas à droite. 90% des étoiles se trouvent sur cette séquence. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la phase la plus longue de la vie d'une étoile, c'est quand elle brûle l'hydrogène dans son cœur. Et ces étoiles-là brûlent l'hydrogène dans leur cœur. Ici, elles sont très lumineuses, très chaudes aussi. Ici, elles sont froides et peu lumineuses. Et on a vu dans le cas du Soleil, quand il termine sa vie sur la séquence principale, il devient géante rouge. Ça ne prend pas beaucoup de temps, quelques dizaines de... Bon, tout est relatif bien sûr, quelques dizaines de millions d'années seulement, à la phase de géante rouge.
Et justement, une géante rouge, on l'a dit, il a une énorme enveloppe. D'abord, pourquoi on le dit géante rouge? Rouge parce qu'il est de ces côtés du diagramme, ça veut dire qu'elle est froide à sa surface, 2-3 000 degrés, mais géante parce qu'elle est très lumineuse. Elle est 10 000 fois la luminosité du Soleil. Mais une étoile aussi énorme que ça veut dire que sa masse est diluée dans un énorme volume. En fait, une étoile rouge, c'est une sphère de gaz où la densité est 1000 fois plus faible que la densité de l'air qu'on respire. C'est rien du tout. On pourrait se balader à l'intérieur de cette étoile si ce n'était qu'elle est chaude quand même. Elle fait 2-3 000 degrés. Mais sinon, on ne se rendrait pas compte. Ce n'est pas un milieu dense, c'est rien du tout. Alors, maintenant, comme la géante rouge est très étendue, ça veut dire que les couches externes se trouvent très loin du cœur de l'étoile. Ils subissent très peu la gravitation de l'étoile. Ils sont peu attirés. Et c'est facile de les perdre. Et en fait, ces objets-là deviennent des nébuleuses planétaires. C'est des objets qu'on observe dans le ciel. C'est des objets très beaux. Vous voyez ici une nébuleuse planétaire. Mais c'est un objet qui perd ses couches externes. Et qu'est-ce qui reste dans le cœur de l'étoile? Il reste le noyau central, qui est ce qu'on appelle une naine blanche. Les naines blanches se trouvent de ces côtés du diagramme. C'est des objets très compacts. Une naine blanche, ça a à peu près la taille de la Terre. Mais la masse du Soleil, il est 1 million de fois plus dense que l'eau. C'est-à-dire, si vous prenez une petite cuillère de ce matériel, ça pèserait 1000 tonnes environ. C'est très dense. Mais il a des objets plus denses encore. Donc voilà ce qui se passe. Ce que je vous racontais là, c'est le sort des étoiles comme le Soleil, un peu plus grosses, 2, 3, 4, 5 fois plus grosses que le Soleil, plus massives que le Soleil. À la fin de leur vie, elles perdent une partie de leur masse sous forme de nébuleuses planétaires. Et donc ils éjectent quelques éléments qu'ils avaient cuisinés dans leurs intérieurs avant. Et ils deviennent des naines blanches, des objets qui sont inertes, ils n'ont plus de réaction nucléaire et ils restent là jusqu'à l'éternité. C'est des objets cristallins composés de carbone et d'oxygène. Alors, dans les cœurs des étoiles massives, la situation se passe de manière différente. Dans les cœurs d'une étoile massive, la température monte beaucoup, parce que justement, elles sont massives. Et après la fin de la combustion de l'hélium, elles peuvent brûler pratiquement tous les éléments. En fait, on peut voir la vie d'une étoile comme une lutte entre les deux forces dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre la force de la gravité et la pression interne. C'est une lutte. Chaque fois, et l'étoile essaye de résister autant que possible à cette force de gravité, en brûlant ce qu'il a à sa disposition, en brûlant ses réserves nucléaires. Et chaque fois qu'une réserve nucléaire est épuisée, se contracte, les cœurs se contractent, la température monte et brûle le combustible suivant. Sauf que ça se passe de plus en plus rapidement. Et ça ne peut pas durer éternellement. Donc ici, très rapidement, après la combustion de l'hélium, il y a un cœur de carbone et d'oxygène. Vous voyez ici en bleu, je ne sais pas si vous voyez au fond. La température monte à 1 milliard de degrés. Vous vous souvenez, on a commencé par quelques millions de degrés. On est monté pour la combustion hydrogène, on est monté à 200 millions de degrés pour la combustion hélium. Là, on passe à 1 milliard de degrés. Il commence à brûler le carbone. Ça dure seulement 10 000 ans. 10 000 ans, c'est rien du tout dans la vie d'une étoile. Et ensuite, une fois que le carbone est épuisé, il brûle le néon et le magnésium à presque 2 milliards de degrés. Ça dure quelques années. L'oxygène, à une température de 2,3 milliards de degrés, ça dure quelques mois seulement. Ça va de plus en plus vite. Maintenant, les durées de vie de l'étoile deviennent comparables à la durée de vie des humains. On a commencé avec des millions d'années, puis des milliers d'années, et maintenant on est... Et puis vers la fin, la dernière étape, c'est quand il brûle le silicium dans son cœur, à une température de presque 4 milliards de degrés. Ça prend quelques jours seulement. Et il arrive à... Le produit final de la combustion du silicium, c'est le fer. Un cœur de fer se forme au sein de l'étoile qui a à peu près la taille de la Lune. En gros, c'est un objet minuscule pour l'étoile.
Vous imaginez une énorme enveloppe qui fait la taille du système solaire, c'est une supergéante rouge, et puis dans le cœur de l'étoile, il se trouve un minuscule cœur de fer qui fait la taille de la Lune. Un rien du tout. Alors maintenant, l'étoile est arrivée au bout de son évolution. Elle a brûlé tout ce qu'il peut brûler. Il n'a pas d'autre ressource. Pourquoi? Parce que le fer, c'est le noyau le plus stable de la nature. Ces réactions ne fournissent pas d'énergie. Elles absorbent de l'énergie. Si on veut faire réagir les noyaux de fer avec d'autres particules, d'autres noyaux, il faut lui fournir de l'énergie. Il ne dégage pas d'énergie. Ces réactions, c'est comme on dit, endothermiques et non pas exothermiques comme les autres. Donc, l'étoile, le cœur de l'étoile est arrivé à la fin de son évolution. Ce qui se passe par la suite, c'est encore le sujet de très importantes recherches, extrêmement compliqué, parce que ça implique énormément des champs de recherche qui vont de la physique des plasmas, de la physique nucléaire, de la physique atomique, des neutrinos, de la relativité générale, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et les modèles qu'on fait, c'est des plus gros ordinateurs, ça peut prendre des mois pour faire tourner ces modèles. Mais on pense connaître l'histoire. Alors, très rapidement, le cœur du fer, qui a la taille de la Lune, dans quelques millisecondes, s'effondre et fait un objet qui a la taille de l'Everest, 10 km seulement. Et cet objet est composé uniquement de neutrons. C'est une protoétoile à neutrons. C'est tellement dense que, vous vous souvenez, on a parlé au début de l'état de la matière. On a dit qu'il y a les atomes avec les noyaux au centre et puis les électrons autour. Mais les électrons sont à une distance énorme par rapport au noyau. Ensuite, tout ça s'est cassé, les liaisons atomiques, et ça se passe tout le long de la vie de l'étoile. Et à la fin, la densité devient tellement grande que quand le cœur de fer s'effondre, les électrons qui se baladent dans le plasma stellaire sont capturés par les noyaux. Ils cognent sur le noyau, ils sont capturés, ils forment des neutrons. Il n'y a plus d'espace du tout entre les neutrons. C'est ça une étoile à neutrons. Il n'y a pas de vide entre les particules. Ça a une énorme densité, des millions de tonnes par centimètre cube. Donc cet effondrement du cœur de fer, qui se passe en quelques millisecondes, forme une étoile à neutrons. Les couches externes tombent à leur tour, ces couches-là, vers les cœurs. Ils rebondissent, parce que c'est un objet très dense, et ils s'en vont vers l'extérieur. Il y a une onde de choc qui se propage. On va voir ici un tout petit film. Ça, c'est une simulation. Oups, pardon. Bon, ça vous montre une petite idée. C'est une explosion. En fait, voilà. Oups. Bon, je ne sais pas, de toute manière, je ne peux pas l'éviter. Voilà. Et les champignons, vous voyez des champignons qui se forment là? Ça vous dit quelque chose. C'est des champignons, ce qu'on voit dans les champignons des explosions atomiques. C'est les mêmes effets physiques. C'est des instabilités dans le gaz à l'intérieur de l'étoile. Bon, on reprend notre histoire. Pendant ce temps, donc ici dans le cœur, il y a une étoile à neutrons. Il y a une onde de choc qui se forme là, qui commence à se propager vers l'extérieur, qui chauffe les couches externes de l'étoile. Et comme il y a encore de combustible là, le silicium, l'oxygène qui se trouve dans les couches externes peuvent encore brûler. Donc il y a ce qu'on appelle une nucléosynthèse explosive cette fois. Jusque-là, on a suivi ce qui se passait avec la nucléosynthèse calme. Là, c'est la nucléosynthèse explosive, ça prend quelques secondes. En fait, pas quelques secondes. C'est le temps que l'onde de choc arrive d'ici, là-bas, près de l'étoile à neutrons, jusqu'à la surface, peut être plusieurs heures, voire quelques jours. Ça dépend de la taille de l'enveloppe de la géante rouge. Donc pendant tout ce temps-là, nous, observateurs extérieurs, on ne voit rien. On ne peut pas savoir ce qui se passe au cœur de l'étoile. Mais à un moment, l'onde de choc va arriver à la surface. Et c'est à ce moment-là qu'on observe l'étoile. Plusieurs heures après les événements qui ont lieu au cœur de l'étoile, qu'on a décrit là. Et cet événement-là s'appelle une explosion de supernova. Et c'est comme ça que les différents éléments qui ont été cuisinés au centre de l'étoile pendant des millions d'années sont maintenant rejetés dans les milieux interstellaires et enrichissent les milieux interstellaires en carbone, oxygène, etc. Il y a un événement qui s'est produit il y a presque 40 ans maintenant, 37 ans.
C'était le 23 février 1987 et ça s'est produit dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan. Il y a deux galaxies qui sont très proches de notre galaxie. C'est le petit et le grand nuage de Magellan. On les appelle comme ça parce qu'ils sont vus seulement de l'hémisphère sud. Et on ne le voit pas de l'hémisphère nord. Et c'était Magellan, le navigateur portugais, qui, comme vous le savez, est le premier qui a voyagé dans le Pacifique, qui est passé par le passage de Magellan en Amérique du Sud, et qui est le premier Européen qui les a observés. C'est pour ça qu'on les appelle les nuages de Magellan. Le grand nuage de Magellan se trouve à une distance de 150 000 années-lumière. C'est une petite galaxie, environ 15-20 fois plus petite que la nôtre. Et vous voyez ici à gauche l'image qu'on avait avant ce jour-là. Et le 23 février, on a vu là-haut cette explosion qui était vue à l'œil nu. On pouvait la voir à l'œil nu de l'hémisphère sud pendant un certain temps. Alors, c'était la supernova la plus proche. On pouvait la voir à l'œil nu simplement parce qu'elle était proche. On n'a jamais vu une étoile à l'œil nu depuis 4 siècles à l'hémisphère nord et même à l'hémisphère sud. Le dernier qui a vu, c'était l'astronome Kepler à l'époque. Cette dernière supernova a son nom. Mais à l'époque, il n'y avait pas de télescope. Bien sûr, maintenant, avec les télescopes, on peut voir à des millions d'années-lumière. Maintenant, on observe des centaines de supernovae par an. Alors, la proximité de cet objet a fait qu'on a pu l'étudier dans toutes les longueurs d'onde avec des télescopes en infrarouge, en rayons X, en rayons gamma, optiques, etc. Et on a appris beaucoup de choses. Ça a confirmé beaucoup de nos idées, ça a infirmé d'autres. Mais en gros, ça colle assez bien avec les théories des supernovae qu'on avait. C'était tellement important pour l'astrophysique que ça a fait la couverture du magazine Time. Je ne sais pas si vous suivez Time, mais moi j'ai regardé un peu et il semble que depuis 1940 ou même avant, il a consacré 2 ou 3 fois sa couverture à un événement astronomique. Donc tout ça pour vous dire l'importance que cet objet a eu pour la science de l'époque. Alors maintenant, quelqu'un peut se poser la question, mais ok, on a parlé des éléments, comment les éléments sont formés par réaction de fusion thermonucléaire jusqu'au niveau du pic du fer. Mais vous vous souvenez, le fer qui s'était formé au cœur de l'étoile, il a implosé, il n'a pas explosé. Et finalement, il est resté piégé sous forme d'une étoile à neutrons. Ou éventuellement, l'étoile à neutrons, si elle s'effondre encore, peut devenir un trou noir. Mais ce fer-là, il n'a pas sorti directement. D'où vient le fer qu'on observe autour de nous, qui est très important? Une partie vient de la nucléosynthèse explosive, de la couche de silicium, mais une partie seulement. La majorité de fer dans l'univers vient d'un autre événement, un peu plus compliqué et plus facile en même temps. On a dit que les naines blanches, c'est le résultat de l'évolution des petites étoiles, qui en principe doit rester comme ça, inerte jusqu'à la fin de l'éternité. Sauf si elles se trouvent dans un système binaire. Et la moitié des étoiles se trouve dans des systèmes binaires. Et dans ce cas-là, si vous avez une naine blanche ici, elle absorbe de l'étoile, de la matière de son compagnon, sa masse grossit, et au-delà d'une certaine limite, bon là j'ai écrit des choses, mais bon, vous pouvez les lire au fond, mais au-delà d'une certaine limite de masse, 1,5 fois la masse du Soleil, il y a une explosion qui se produit et le carbone et l'oxygène qui constituent la naine blanche brûlent jusqu'à devenir essentiellement du fer. Parce que le fer est le noyau le plus stable, donc ils vont jusqu'à ce niveau-là. Et c'est ainsi que le fer, la majorité du fer dans l'univers se produit. Alors, quid de... Ah, voilà. Alors ici, vous voyez une belle image de la nébuleuse du Crabe. Tout à l'heure, on a parlé des nébuleuses planétaires. Nébuleuse, en général, ça veut dire une sorte de nuage qu'on observe dans le ciel. Les nébuleuses planétaires, c'est le résultat de l'évolution des petites étoiles qui perdent leur masse tranquillement, et c'est pour ça qu'ils sont en général de forme gentille, circulaire, etc. Là, c'est le résultat d'une explosion d'une étoile massive, et vous voyez que c'est assez chaotique comme résultat. Alors, cette nébuleuse, qui est relativement proche, a été observée, pas la nébuleuse, mais l'explosion qui a donné naissance à cette nébuleuse a été observée par les astronomes chinois en 1054. Et ils l'ont bien consigné dans leurs archives, une étoile brillante qui apparaît dans le ciel. À l'époque, on les appelait nova en latin. Toute étoile qui apparaissait,
dans le ciel, on appelait nova. Jusqu'au moment où on a compris qu'il y avait des explosions très fortes, on les a appelées supernova. Mais nova, à l'époque, au Moyen-Âge par exemple, signifiait une nouvelle étoile. On pensait qu'une étoile est née comme ça, parce qu'elle apparaissait quelque part. En fait, une nova ou une supernova, c'est plutôt la fin d'une étoile. C'est l'inverse. Donc là, vous voyez cette nébuleuse-là. Et maintenant, on a vu dans les cœurs de la nébuleuse une étoile à neutrons, un pulsar qu'on appelle, ce qui confirme nos théories de l'évolution stellaire. Ici, vous voyez une autre nébuleuse, c'est la nébuleuse de la Voile. Son âge est maintenant 11 000 ans, beaucoup plus ancien. Et vous voyez que l'eau est pratiquement transparente. On peut voir à travers les étoiles du ciel derrière. Donc ça montre que petit à petit, ces supernovae, les rémanents des supernovae se diluent dans les milieux interstellaires et tous les éléments chimiques qu'ils ont produits avant leur explosion se perdent, se mélangent avec les restes du milieu interstellaire. Et des millions d'années plus tard, quand ce gaz sera refroidi, de nouvelles étoiles pourront être formées et peut-être autour de ces étoiles, de planètes comme la Terre. En tout cas, c'est comme ça que notre système solaire et la Terre ont été formés il y a 4,5 milliards d'années. Combien de temps? 10 minutes 10 minutes, d'accord. Alors, on pourrait parler un peu maintenant des noyaux plus lourds que le fer. Parce que les réactions de fusion thermonucléaire, on a dit, ils vont jusqu'au niveau du fer. Mais comment on va plus loin que le fer? En principe, on ne peut pas avec des réactions de fusion. Mais la nature a trouvé un autre moyen. On a dit qu'il existe aussi des neutrons. Et les neutrons n'ont pas de charge électrique. Donc, ils ne sont pas repoussés par les noyaux qui ont une charge positive. C'est plus facile d'être capturé. Donc voilà, il suffit d'avoir quelque part dans les étoiles, de trouver des endroits où il existe des neutrons. Et il y a deux sites comme ça. D'un côté, c'est les objets, les petites masses, un peu comme le Soleil. C'est des étoiles 1,5 fois, 2 fois la masse du Soleil, qui sont dans la phase de la combustion de l'hélium. Et autour du cœur de carbone-oxygène, il y a une couche d'hélium. Et dans cette couche d'hélium, il y a des neutrons qui sont capturés par le noyau. Et comme l'enveloppe de l'étoile, qui est très grande ici, elle touche à cette région-là et ramène à la surface ces noyaux qui sont par la suite éjectés par la nébuleuse planétaire. Vous voyez ici une belle nébuleuse planétaire qui ressemble étonnamment à un œil. C'est assez... ouais. C'est épatant, je trouve. Mais c'est une vraie nébuleuse planétaire. Donc c'est comme ça qu'ils sont produits à longue échelle de temps. Cette nucléosynthèse prend quelques dizaines de milliers d'années dans la couche de l'hélium. Il y a peu de neutrons. Et il y a un autre phénomène qui se produit quand vous avez énormément de neutrons. Ça se produit surtout quand vous avez un phénomène explosif, une explosion d'étoiles. Mais ici, ce n'est pas l'explosion d'une étoile seule. Ça peut se faire aussi, mais on pense maintenant, on a des indices là-dessus. Et je vais faire passer un tout petit film à nouveau. On a dit que la plupart des étoiles se trouvent dans des systèmes binaires. Si vous avez deux étoiles massives qui finissent en étoile à neutrons, ces deux étoiles à neutrons tournent l'une autour de l'autre. Ils perdent de l'énergie parce qu'ils émettent des ondes gravitationnelles. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a trouvé ces genres de systèmes. Et ils se mettent ensemble, il y a une explosion. Et comme tous les deux sont composés par des neutrons, mais vous comprenez qu'il y a énormément de neutrons. On peut faire des noyaux très riches en neutrons. Et c'est comme ça qu'ils sont fabriqués, l'uranium par exemple, l'or de nos bijoux, et d'autres éléments aussi qui sont très riches en neutrons, par la collision des étoiles à neutrons. Oups, pardon, c'est pas ça que j'avais en tête, c'est ça. Donc voilà, maintenant on a fait un peu le tour de la question. On va résumer un peu ce qu'on a dit jusqu'ici. Du Big Bang, le gaz qui sort, c'est de l'hydrogène et de l'hélium essentiellement. Par ce gaz, dans les galaxies, il y a des petites étoiles et des étoiles plus massives qui sont formées. Les premières évoluent en des milliards d'années, les autres en des millions d'années. Parce que ça, oui, je crois qu'on ne l'a pas dit. Les étoiles massives, elles brillent beaucoup plus, mais elles vivent beaucoup moins que les étoiles qui sont petites. C'est un peu une analogie avec les êtres humains.
Vous savez, plus on a des kilos, plus l'espérance de vie, en principe, elle est faible. Dans les cas des humains, c'est statistique, mais dans les cas des étoiles, c'est systématique. Il y a une différence. Heureusement, d'ailleurs. Donc, les petites deviennent des géantes rouges, les grosses des super géantes rouges, et ils fabriquent dans leur cœur, le premier, ils vont jusqu'au carbone, oxygène, les autres, ils font tous les éléments jusqu'au fer. Les premières finissent en nébuleuse planétaire, qui éjectent un peu du carbone, d'azote, des éléments à capture lente des neutrons. Les deuxièmes explosent en supernovae, ils éjectent tout ça dans les milieux interstellaires. Les premières font des naines blanches, les autres étoiles à neutrons, trous noirs. Et puis, ça aurait été la fin de l'histoire s'il n'y avait pas de système binaire. Si vous avez des systèmes doubles d'étoiles, par exemple une naine blanche avec une étoile compagnon, elle peut exploser aussi et fabriquer du fer. Et si vous avez deux étoiles à neutrons, par exemple, ils collisionnent et ils font des éléments par capture de neutrons, on a dit rapide. Alors, tous ces éléments se trouvent dans les milieux interstellaires. Et là, il a lieu le dernier processus de nucléosynthèse. Et c'est lui où Hubert Reeves a participé. C'est pas qu'il a participé, c'est lui qui a essentiellement inventé ce processus et qu'il a travaillé ce processus. Vous vous souvenez des petits noyaux très peu abondants qu'on a vus au départ, le lithium, le beryllium et le bore. Ces noyaux-là, ce n'est pas un hasard s'ils sont très peu abondants, c'est parce qu'ils sont très fragiles. Si vous les mettez dans une étoile, elles brûlent, ils sont détruits. Donc, c'est un mystère où ces noyaux sont produits. Ils ne peuvent pas être produits par les étoiles. Et la réponse, on le sait maintenant, c'est qu'ils sont produits dans les milieux interstellaires, loin des étoiles, dans un milieu froid, dans le gaz entre les étoiles. Par quel type de réaction? Dans le gaz entre les étoiles, dans l'espace entre les étoiles, il existe aussi des particules qui traversent l'espace de très haute énergie, ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Et ces rayons cosmiques peuvent tomber sur les noyaux de carbone, d'oxygène, de l'azote, dans les milieux interstellaires, et casser ces noyaux-là. Et les fragments de ces collisions, c'est le lithium, le beryllium et le bore. C'est des réactions, non pas de fusion thermonucléaire, c'est des réactions nucléaires toujours, mais de spallation, comme on dit. C'était la contribution très importante, parce que tous les autres processus, tous ceux dont je vous ai parlé ici, c'est des processus de nucléosynthèse qui ont été développés, formulés par les gens dont je vous ai parlé au départ. Hoyle, Fowler, qui a eu le prix Nobel pour ça, Babbage et Cameron aux États-Unis. C'est des processus anglo-saxons, si vous voulez. Le seul processus de nucléosynthèse qui n'a pas été anglo-saxon, qui était français, ou au moins francophone, parce qu'Hubert est canadien, il n'a jamais eu la nationalité française, donc c'est ce processus-là. Donc un petit cocorico, si vous voulez. Et donc, tout ce beau monde, par ces milieux interstellaires enrichis en métaux, il y a de nouvelles générations stellaires qui sont formées et le cycle reprend à nouveau. C'est ça l'histoire de l'origine des éléments. Et sur ce tableau-là, c'est encore le tableau périodique, mais là c'est un autre tableau périodique. Parce que les petites couleurs-là correspondent, vous les avez ici, aux divers processus cosmiques qui participent à la formation de ces éléments-là. On sait par exemple que l'hydrogène, il est tout bleu, il vient du Big Bang. L'hélium, il est bleu, Big Bang, mais un peu jaune et vert aussi. Il est produit par les petites étoiles massives, mais très peu quand même. Le fer, il est plutôt les naines blanches qui explosent, comme on a dit. Et puis l'uranium, ici c'est en orange, c'est la fusion de deux étoiles à neutrons, et ainsi de suite. Donc on sait chaque élément du tableau périodique, dans quel site et dans quelle proportion a été produit. Bon, il ne faut pas le prendre vraiment à la lettre, hein, c'est des chiffres qui... Voilà. En tout cas, ici vous avez donc la composition, et c'est là on arrivera là, aux conclusions de... La composition de divers objets, le Soleil, la Terre, les bactéries, les humains. Et si vous regardez un peu dans tout ça, vous voyez que le vivant ressemble beaucoup plus à la composition du Soleil qu'à la composition de la Terre ou de la croûte terrestre ou l'atmosphère. Le deuxième livre de Hubert, non pas Patience dans l'azur, mais l'autre, c'était Poussière d'étoiles. Et effectivement, on est des poussières d'étoiles, parce que notre composition ressemble beaucoup à notre père, le Soleil, qu'à notre mère, la Terre.
simplement parce qu'on a l'hydrogène. Et en fait, bon, on sait maintenant que ce qu'on a dans notre corps a un âge de plusieurs milliards d'années, mais une partie de nous-mêmes a un âge encore plus grand, parce que je vous rappelle que 70% de notre poids, c'est de l'eau. Et dans l'eau, il y a de l'hydrogène. Un dixième de l'eau, c'est de l'hydrogène. Donc, chacun d'entre nous a dans son corps quelques kilos qui viennent, non pas des étoiles, mais directement du Big Bang. Parce que les étoiles ne fabriquent pas de l'hydrogène, ils les consument. Donc, une partie de nous-mêmes est aussi ancienne que l'univers, en fait. Et là, sur ce diagramme, vous voyez les alchimistes du Moyen-Âge qui essayaient de transformer les éléments, de faire de l'or. On sait maintenant que c'était vain, parce que pour transformer un élément en un autre, il faut des températures beaucoup plus élevées que les quelques milliers de degrés qu'ils pouvaient obtenir. Il faut des millions de degrés. Nous, on peut le faire aujourd'hui. On peut faire de l'or au laboratoire, mais il faut dépenser d'énormes quantités d'énergie. Si on veut fabriquer 1 kilo d'or, il faudrait dépenser en énergie beaucoup plus que les 20 000 euros que coûte 1 kilo d'or aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. En revanche, les étoiles le font et ils savent le faire très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les types là, sans les lunettes, ça vous rappelle quelqu'un? Oui. Mais je vous assure que ça n'a rien à voir, parce que ça, c'est un dessin, un truc que j'ai vu, une illustration que j'ai vue dans un truc anglais il y a très longtemps. Ça n'a rien à voir avec Hubert. Et pourtant, il y a une ressemblance patente. Ça, cette couverture, je l'ai gardée religieusement. C'était la couverture de l'Express en 1990. En 1990, Hubert avait l'âge, il avait 57 ans. Il était déjà comme ça. Et pourtant, il était déjà comme ça. Et jamais vu une revue appelée Le Monde selon Reeves. C'était pas seulement sur l'astrophysique, la science ou la vulgarisation, mais c'était sur la vision du monde. Et comme l'a été dit tout à l'heure, ben, on a fait un livre à 90 ensemble, qui a eu pas mal de succès. Pas parce que j'avais participé, hein. Ça c'est clair. Mais ce qui était amusant, c'est que parmi les 4 auteurs de l'époque, les 2 plus jeunes, moi et Alfred, on était très sceptiques, et on est toujours, quant à l'existence d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers. On l'avait exprimé ça dans les livres. Et les 2 seniors, qui étaient Jean Edmond et Hubert, qui sont malheureusement décédés, à Jean Edmond il y a longtemps, ils étaient les plus optimistes. D'habitude, c'est les plus anciens qui sont les moins optimistes. Et là, je termine avec un autre truc, c'est là vraiment mon dernier transparent, parce que Hubert n'était pas vraiment seulement un grand scientifique ou un grand vulgarisateur, il avait un 3e volet qui était sa passion pour la nature et la biodiversité. Il a beaucoup écrit là-dessus, à partir des années 90 surtout. Il a beaucoup parlé aujourd'hui, et il a aussi, et j'ai gardé 2 des choses qu'il a dit, qu'il a écrit plutôt, que j'aime beaucoup comme l'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. Et la deuxième, l'homme est l'espèce la plus insensée. Il vénère un Dieu invisible et massacre une nature visible, sans savoir que cette nature qu'il massacre est ces dieux invisibles qu'il vénère. Je trouve ça vraiment très approprié et très conforme à ces réflexions qu'il faisait tout au long de ces décennies. En tout cas, merci pour votre attention.